Bonjour, on va parler aujourd'hui de ce livre, Palestine, notre blessure, que Edoui Plenel vient de publier aux éditions La Découverte. Bonjour Edoui. Bonjour. Alors on connaît les positions de Trump, on a vu celle de Biden aussi sur la guerre de Gaza, mais dans ton livre tu expliques que déjà Obama tergiversait sur ce dossier. Oui, ce livre rassemble, pour montrer un peu notre cohérence, avec une introduction inédite, l'ensemble des textes que j'ai écrits dans Mediapart depuis sa création en 2008 sur la question de Palestine. Et le premier, en effet, est une adresse à Barack Obama au moment de son intronisation en 2009. Palestine, où se joue la paix du monde. Et je dis, voilà, il y a une question qui manque à l'appel de la promesse que représentait Obama par rapport à tous les démons qui travaillaient déjà les États-Unis d'Amérique, et on en paye le prix aujourd'hui, qui est la question de Palestine. Et l'on voit bien aujourd'hui le prix à payer de tout cela. Le thème de ce livre, c'est de dire qu'au-delà de toutes les questions géopolitiques, la diversité même interne de la société palestinienne, la Palestine, pour moi, est un mot, un nom, qui pose à la face du monde la question de l'égalité. C'est comme un caillou dans la chaussure du monde, que depuis 47-48, évidemment encore plus depuis 1967, la question à l'échelle internationale du droit à l'égalité des peuples et des nations. Et dans ce livre, il y a une adresse à un autre président qui a eu de grandes responsabilités dans la dérive française sur cette question. En 2014, c'est une adresse à François Hollande. Tu le compares à Guy Mollet. Oui, bien sûr, en 2014, François Hollande, c'était déjà une des énièmes guerres israéliennes à Gaza, et François Hollande fait la bascule du soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Tout soutien inconditionnel, quel que soit le camp, est un aveuglement. Il n'y a de soutien que critique, ou autrement, on oublie tout libre arbitre, toute autonomie de pensée. Et dans le cas de François Hollande, en 2014, et on l'a oublié, mais c'est le moment où commence la diabolisation de la jeunesse qui se mobilise sur la question de Palestine, et c'est le moment d'un alignement français sur déjà Netanyahou, c'est-à-dire sur une droite et une extrême droite israélienne qui sont suprémacistes, qui vont de plus en plus dans une logique de domination. Car qu'est-ce que c'est aussi la question de Palestine et l'attitude de l'État d'Israël? Il fait vivre au cœur de notre présent, et vous voyez bien les récentes polémiques françaises, la très vieille question du colonialisme, la question coloniale. Euh, Vous faites d'ailleurs une comparaison, c'est Ehud Barak dit qu'Israël était l'avant-poste du monde libre, et vous faites une comparaison avec les sociétés de la SFIO qui se sont eux aussi égarés dans l'Algérie française qui disait vivre dans la jungle. Oui, c'est exactement ça. C'est la formule d'Ehud Barak, qui est pourtant un travailliste. Il présente Israël comme une villa dans la jungle, en disant en fait on ne sera jamais en paix. Il y a des bêtes sauvages tout autour. Donc en fait il projette Israël et il menace en ce sens la sécurité du peuple israélien lui-même dans une guerre sans fin. Et là on retrouve tout l'imaginaire colonial, celui de l'avant-poste, comme il y a Heart of Darkness, hein, au cœur des ténèbres, le roman de Joseph Conrad. Et il faut vraiment insister là-dessus, parce que pourquoi c'est le thème de mon introduction? Elle est intitulée Une cause universelle. Pour moi, le mot Palestine pose cette question au cœur de notre présent, qui est la longue durée de ce qui a fait le délire de puissance, de domination de notre propre projection sur le monde, l'Europe, et on a inventé cette réalité plus politique que géographique qui s'appelle l'Occident, qui est la question coloniale, qui est au fond l'idée des hiérarchies. Il y a des civilisations supérieures à d'autres, des peuples supérieurs à d'autres, des humanités, des religions, des croyances, des apparences, et ainsi de suite. Et c'est par là que s'engouffrent toutes les monstruosités. Elles se sont engouffrées au cœur du XXe siècle avec le nazisme, eh bien elles sont de retour. Qu'est-ce que c'est que l'alliance Trump-Poutine? Qu'est-ce que c'est que cette alliance avec les extrêmes droites européennes? Eh bien, c'est la logique des civilisations supérieures, d'un Occident supérieur, car le monde de Poutine est aussi issu de cette histoire occidentale de dimension d'empire. Et donc, vraiment, il y a là un imaginaire. C'est pour ça que la question de Palestine, il faut la prendre comme une question qui est au cœur de comment on peut affronter aujourd'hui ce qui nous menace nous-mêmes dans nos démocraties.
Vous êtes critique du soutien aveugle, et aux dirigeants israéliens, mais vous estimez également que, de la même façon, la cause palestinienne ne doit pas justifier un soutien inconditionnel. Oui, ça me vaut des critiques. Je suis d'un côté, pour certains, le pape de l'islamo-gauchiste, et puis pour d'autres, dans un syntagme figé qui est utilisé, et je trouve ça très critiquable comme une sorte d'insulte, un sioniste de gauche. Alors je dis, je prends les deux comme un compliment, hein. Je veux bien être islamiste, islamo-gauchiste plutôt, et sioniste de gauche pour leur faire la nique. Je pense qu'en fait, quand on est du côté de l'émancipation, et la cause palestinienne est du côté de l'émancipation, le livre est dédié à des très bons amis qui sont Elias Sambar et Leila Chaïd. La cause palestinienne est porteuse, y compris au cœur du monde arabe, par rapport au régime arabe, à leurs injustices, d'une quête de liberté, d'une quête de démocratie. Et donc, j'ai dans la cohérence de ma vie, y compris depuis ma jeunesse algéroise dans les années 60, j'ai une solidarité avec cette cause. Mais cette solidarité, comme toute solidarité avec les causes anticolonialistes, n'a jamais été celle d'un aveuglement. Et pourquoi ? Parce que quand vous êtes du côté de l'émancipation, vous êtes contre une domination. Et ça, c'est la leçon, je le rappelle, de l'Afrique du Sud, de Nelson Mandela. Eh bien, vous êtes en charge de libérer, par votre humanisme, par votre universalisme, y compris vos oppresseurs. Vous avez un imaginaire supérieur. Vous n'êtes pas comme eux. Vous ne cédez pas à la barbarie comme eux. Et donc, la fin, en l'occurrence, et c'est ma divergence que j'ai énoncée 15 jours après le 7 octobre, avec le moyen de guerre, que les mouvements palestiniens soient en situation de résistance par rapport à l'oppression israélienne, je l'admets tout à fait, mais le fait de cibler des civils, des femmes, des enfants, des vieillards, et de les tuer, de les prendre en otage, eh bien non, c'est un crime de guerre. Et la fin ne justifie pas les moyens quand on est du côté de l'émancipation, on a un imaginaire supérieur. On n'imite pas ceux que l'on conteste, on n'imite pas les crimes de guerre. Vous dites aussi dans un des chapitres que l'Occident ne représente plus l'universel. Aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud qui l'incarne. C'est comme un retour à l'envoyeur, puisque, et nous l'avons la démonstration avec la présidence Trump, qui est entourée de milliardaires dont l'imaginaire est celui de l'apartheid, Elon Musk le premier, qui est au fond celui de la séparation, la hiérarchie des humanités. Je rappelle que l'apartheid est inventé par le régime afrikaner en 1948. 1948, création de l'État d'Israël, proclamation universelle, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et là, comme une butte témoin de notre passé meurtrier, de notre passé criminel, il y a aux antipodes, tout au sud de notre planète, au sud de l'Afrique, du continent africain, eh bien, il y a un poison qui est celui de la séparation des humanités. Et ce poison est au cœur de l'idéologie du régime de Trump, de ceux qui l'entourent, de ce techno-féodalisme et de ce techno-fascisme, et on peut le documenter, y compris chez certains auteurs sud-africains. Et vous voyez, c'est là où on est au cœur de la question du droit international. Il faut rappeler quand même que les pays occidentaux, et notre pays, Israël aussi, et d'autres, ont été pleins de tendresse pour le régime d'Afrique du Sud. C'est la mobilisation des sociétés qui a imposé le boycott et qui a fini par accompagner la résistance du peuple sud-africain et la fin de l'apartheid. C'est-à-dire la question du droit international. C'est-à-dire, c'est un crime, eh bien, si c'est un crime, eh bien, on ne tolère pas de discuter avec un pays qui fait ça. Et vous voyez, depuis la parution de ce livre, et c'est très étonnant, il y a un événement qui n'a été très très peu commenté. Ce livre dit, au fond, le droit international, ça ne se divise pas. Il y a toute une partie sur l'Ukraine et la Gaza, Ukraine et Gaza. Et je disais, soutenir inconditionnellement la guerre de vengeance de Netanyahou en Israël, eh bien, c'est faire le jeu de Vladimir Poutine. Comment on peut s'opposer à Poutine sur l'invasion par l'impérialisme russe de l'Ukraine si on tolère cela ? Et je disais, voilà, on tient les deux bouts. Le droit international ne se divise pas. Eh bien là, il y a 15 jours de cela, aux Nations Unies, à l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a une résolution pour soutenir l'Ukraine et défendre son intégrité territoriale, donc condamner cette invasion. Et là, qui vote contre ?
Les États-Unis, on s'y attendait avec Trump, rupture avec Biden, avec Moscou, la Russie. Donc Trump-Poutine vote contre le soutien à l'Ukraine, avec la Corée du Nord, avec d'autres régimes peu sympathiques. Et qui les rejoint? Israël. Et vous n'avez eu très très peu de commentaires chez les atlantistes de notre pays, les autres campistes. Il y a des campistes qui ont un certain aveuglement sur Poutine et la Russie, et puis il y a des campistes qui ont un aveuglement, ils sont bien mal barrés aujourd'hui, j'allais dire, vis-à-vis des États-Unis. Et là, ils n'ont pas commenté ça. C'est-à-dire, vous voyez bien, Israël a voté contre le soutien à l'Ukraine. C'est donc bien la preuve que le socle commun de M. Trump, de M. Poutine, de M. Netanyahou, comme de nos extrêmes droites ici en Europe, eh bien, c'est la fin du droit international. Mais derrière ce mot abstrait, droit international, c'est la fin de notre sursaut de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé? Et nous n'y avons pas été totalement fidèles, la preuve, les guerres coloniales. Tout d'un coup, il y a eu une prise de conscience que ces montagnes de cadavres, ce génocide, qu'est victime les Juifs d'Europe, ces crimes de guerre, ces crimes contre l'humanité ne venaient pas de nulle part. Ils venaient de la folie de la projection de l'Europe sur le monde, qui avait fait retour sur son propre continent. Hitler ne nous est pas étranger, il vient de cette histoire-là. Et tout d'un coup, on s'est dit, ben non, il faut qu'il y ait des droits supérieurs aux nations. Une nation, aussi civilisée se croit-elle, peut devenir criminelle, peut devenir barbare, un État, un peuple. Et donc, il faut des principes pour pouvoir leur taper dessus un peu, leur dire, attendez, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas, faut une cour pénale internationale, faut une cour européenne des droits de l'homme, faut des droits universels. Ils ont tous en commun de mettre ça à bas. Et pareillement, n'a pas du tout été commenté qu'une des premières décisions, il en a fait tous les jours, de M. Trump, eh bien, c'est de criminaliser la Cour pénale internationale, de décider que les magistrats de la Cour pénale internationale sont comme des délinquants s'ils arrivent aux États-Unis. Et qui est tout de suite satisfait? Les deux personnes qui étaient sur un coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, Vladimir Poutine et Benyamin Netanyahou. Donc c'est comme le nez au milieu de la figure. On a là l'enjeu, j'allais dire presque existentiel, c'est un défi de civilisation que nous avons devant nous. Nous l'avons documenté, c'est pour ça que j'ai publié ce livre pour montrer que on sonne le tocsin. On est quelques-uns dont vous êtes à avoir sonné le tocsin depuis un bail. Et là, aujourd'hui, il y a un moment de vérité. Il serait temps de se réveiller. Merci Louis Plenel. Je renvoie à la lecture de votre livre Palestine, autre blessure, aux éditions La Découverte.